Vérité au cœur de l'information. Il est 20h. Bonsoir à tous. Dans l'actualité ce soir, le FMI note et encourage les performances économiques du Togo. L'institution était face à la presse ce mardi à Lomé. Les précisions tout à l'heure dans ce journal. Conducteurs de taxi-moto en quête de permis. Ils étaient nombreux ce matin pour se faire délivrer d'abord la nationalité du monde ce mardi donc au démarrage de l'audience foraine. Enfin, du sport, les éperviers du Togo ont fait le job. Victoire 2-0 sur les Kolankanté des îles Comores. Le Togo intègre donc la phase de poule et reste en course pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le 20h. Le Togo, bon élève du FMI. En tout cas, c'est ce que laissent entendre les responsables de l'institution reçue ce matin par le Premier ministre Commissaire Classou. Ils disent noter des progrès et une économie qui se porte de mieux en mieux, qui se porte bien. Voici les précisions du chef de la délégation, M. Fizara. Il est au micro de Yasmine Kodia. Nous avons discuté essentiellement de la réalisation de la performance du Togo dans le cadre du programme de gouvernement que nous appuyons ici avec l'outil que nous appelons la facilité élargie de crédit du Fonds monétaire international. Et nous avons rendu compte à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, des conclusions et des principaux points que nous avons discutés pendant cette mission. Nous avons fait part à son Excellence Monsieur le Premier ministre que d'après notre analyse, la macroéconomie dans son ensemble se porte bien. Nous pensons que le PIB, la croissance du PIB se situera autour de 5,3% en 2019. Et également les autres agrégats macroéconomiques, à notre avis, se portent bien. Nous avons ce que nous appelons les critères de performance. C'est-à-dire, nous avons des indicateurs sur lesquels nous mesurons la performance des gouvernements. Et pour le Togo, pour cette mission, qui est la 5e revue du programme, tous les critères de performance ont été satisfaits. Et nous pensons que c'est une bonne performance, c'est une performance satisfaisante. Et également, les réformes avancent bien au niveau de l'administration fiscale, l'administration douanière, mais également au niveau de l'amélioration du climat des affaires. Et voilà, on vient de l'entendre, le Togo va bien. De l'avis du FMI, l'institution note donc des progrès, belles performances qui projettent, vous venez de l'entendre, le taux de croissance cette année à 5,3%. C'est l'essentiel à retenir de la 5e revue de facilité élargie de crédit à Lomé. Abilinia Singwe, Carmen Madji, Ekapo pour d'autres précisions. L'économie togolaise se porte bien en cette année. Après un taux estimé à 4,2% en 2017 et 4,8% en 2018, la croissance économique du pays s'est accélérée au premier semestre 2019 et s'est établie à 5,3% du PIB avec une inflation bien maîtrisée à 0,6%. Sur le plan macroéconomique, tous les indicateurs sont au vert. Flux des marchandises et consommation énergétique en augmentation, réforme structurelle budgétaire en progression. C'est ce qui ressort de la 5e revue du FMI au titre du programme soutenu par la facilité élargie de crédit FEC. La mission se félicite des progrès accomplis par le Togo. Il existe
dans le cadre de ce programme ce qu'on appelle les critères de performance ou les critères de réalisation. Ce sont des chiffres très précis, des indicateurs très précis que nous suivons pour nous permettre d'émettre notre opinion, pour nous permettre d'émettre notre avis par rapport à la performance. Et pour juin 2019, nous avons regardé ces indicateurs et les réalisations ont montré que tous les indicateurs et tous les critères de réalisation ou les critères de performance ont été atteints, ce qui, à notre avis, est une très bonne performance. L'exécution du budget pour juin 2019 a été plus ou moins en balance, c'est-à-dire les recettes étaient globalement égales aux dépenses. Ce que nous pensons est une bonne réalisation. Et pour la fin de l'année 2019, nous prévoyons un déficit budgétaire de l'ordre de 2,9% du PIB. Et comme nous le savons tous, ce déficit de 2,9% du PIB est bien conforme aux critères de convergence de l'UEMOA. Le Togo est bien déterminé à remédier aux faiblesses du secteur financier. Selon le ministre de l'Économie et des Finances, le gouvernement mettra tout en œuvre pour maintenir le cap et projeter la croissance à un taux de 5,7% en 2020, tout en respectant les critères de convergence de l'UEMOA. Le Togo respectera l'ensemble des critères, puisque nous avons présenté un programme convergent pour 2019. Nous avons fait du chemin et pour dire aussi qu'il y a un regain quand même d'activité et il y a aussi une confiance des investisseurs à l'action du gouvernement et aux politiques économiques et aux réformes qui sont mises en place. Et donc nous pensons que tout ça réuni, nos projections nous ont amené à un taux de 5,6%, d'après donc la projection des services techniques. C'est des prévisions et que nous allons intensifier les efforts, pourquoi pas avoir même 5,7%. La mission du FMI apprécie les progrès accomplis par le Togo dans l'amélioration du climat des affaires. La poursuite des réformes dans ce domaine sera essentielle pour atteindre les objectifs du Plan national de développement PND. Parlant de la privatisation des deux banques publiques, BTCI et UTB, le FMI encourage le gouvernement à poursuivre le processus qui permettra de préserver la stabilité du secteur financier et réduire les risques pour le budget. Le rapport de cette mission sera soumis le 25 octobre prochain au conseil d'administration du FMI. S'il est approuvé, le Togo bénéficiera d'un nouveau décaissement d'environ 30 millions de dollars, soit environ 17 milliards 832 millions 730 000 francs CFA. En rapport encore avec la primature, eh bien sachez que la rentrée scolaire 2019-2020, eh bien c'est dans quelques jours. Et pour une rentrée apaisée et sereine, eh bien le Premier ministre Commissaire Classou a échangé ce mardi à la primature avec les différentes organisations syndicales de l'éducation et d'autres acteurs. La rencontre a permis au chef du gouvernement d'échanger avec eux sur l'état de mise en œuvre du protocole d'accord du 18 avril 2018, le remboursement des relèvements opérés sur les soldes des enseignants à la Caisse nationale de sécurité sociale, la proclamation des résultats du concours de recrutement à la fonction publique pour le compte du secteur éducatif de novembre 2018 et les perspectives avec les différentes réformes dans les ENI. Nous reviendrons en image sur ce sujet dans le courant de cette édition, si tout va bien. Pendant ce temps, le CACIT appelle les citoyens, la société civile à s'impliquer davantage dans la gouvernance publique. Le collectif des associations contre l'impunité au Togo demande aux Togolais de regarder de plus près ce que fait le gouvernement, les pouvoirs publics. Mais comment ? Eh bien, voici les précisions avec Clarisse Attigley. Tous
citoyen a la possibilité de demander des comptes à ceux qui ont en charge la gouvernance publique. Pour pouvoir faire cette veille citoyenne, la maîtrise des différents mécanismes du contrôle citoyen s'impose. Le collectif des associations contre l'impunité au Togo, CACIT, offre justement cet espace de partage d'expériences sur le contrôle citoyen de l'action publique. Ici, les acteurs de la société civile vont s'approprier les outils nécessaires à un contrôle efficient. Le premier outil et le plus indispensable, c'est les informations. On ne fait pas de contrôle citoyen sans disposer des bonnes informations et ça, on en a besoin. Et donc, c'est ces informations-là qu'il faut utiliser, ensuite les analyser et enfin rendre publiques les observations. Mais je précise que le rôle du contrôle citoyen, ce n'est pas un rôle de gendarme, ce n'est pas un rôle contre l'État, c'est un rôle pour accompagner l'État, pour demander à l'État de faire mieux, pour empêcher que certains agents de l'État ne soient indélicats par la corruption, par le détournement d'intérêts. Le contrôle citoyen de l'action publique se présente comme un outil d'aide à la gouvernance et une question de la redevabilité des pouvoirs publics sur la gestion qui est faite des ressources du pays. Ceci dans une approche de dialogue entre citoyens et gouvernants. Le faux pas qui se trouve au niveau de la société civile souvent, c'est que parce qu'on veut faire le contrôle citoyen de l'action publique, souvent on glisse sur le côté de l'opposition. Et ce n'est pas toujours intéressant que la société civile prenne l'enveloppe de l'opposition pour devenir gendarme, pour commencer par narguer les politiciens ou les dirigeants. La société civile doit se trouver dans une posture qui lui permette de savoir négocier. C'est pourquoi le premier principe le plus important du contrôle citoyen de l'action publique est le dialogue. Comment peux-tu dialoguer pour avoir des résultats et apporter le changement et aider les gouvernants à bien gérer et à mieux gérer? Cette rencontre sur le contrôle citoyen de l'action publique inaugure le projet Initiative Baromètre pour le contrôle citoyen de l'action publique CCAP. Elle sera enrichie de l'expérience du Bénin et du Sénégal. Pour beaucoup, c'est la session pour se donner une opportunité. L'autorité de régulation des marchés publics a ouvert une session de formation sur la part de 25% pour les entrepreneurs jeunes et femmes. Comment préparer et présenter donc des offres pour se donner une chance? Eh bien, c'est l'objectif de cette rencontre. Nestor Moujou. L'autorité de régulation des marchés publics renforce les capacités des jeunes et femmes entrepreneurs du pays sur l'environnement des marchés publics et la préparation des offres. L'ARMP a organisé cette formation de concert avec le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ. Les participants à la session de Kara sont issus de la zone 3. Selon le découpage du FAEJ, la zone 3 est comprise entre Blita et Saint-Cassé, donc la partie septentrionale. Cette formation est à mettre au registre des mesures prises par les services en charge de la passation des marchés publics au Togo en vue de la concrétisation de la décision du chef de l'État d'attribuer 25% des marchés publics aux femmes et aux jeunes. L'objectif de cette formation est de pouvoir leur permettre d'avoir des informations sur les stratégies d'accès à l'information sur les marchés publics. Aujourd'hui, nous sommes au-delà de 12 milliards quand même, quand on considère les marchés qui ont été octroyés au cours de l'année 2018. Les cibles que nous visons, nous n'arrivons pas à les mobiliser. Et donc, il y a un gros effort à faire pour les mobiliser davantage, pour les former, afin qu'ils puissent saisir cette opportunité qui est très importante donc, pour la jeunesse. Il vous souvient donc que son Excellence, Monsieur le Président de la République, a pris une initiative qui consiste à octroyer un quota de 25% des marchés publics aux jeunes et femmes entrepreneurs. Donc, c'est ici l'occasion de le remercier pour cette mesure qui revêt une importance capitale pour la jeunesse du Togo. Les participants vont pendant 5 jours être édifiés sur le cadre de la gestion des marchés publics, la veille commerciale en marché public, les techniques d'analyse de la demande des autorités contractantes et la pratique du montage d'une offre concurrentielle. Autre sujet évoqué ce soir, la coopération Chine-Afrique. Du 25 au 27 août dernier à Beijing, eh bien, la 8e réunion Chine-Afrique des think tanks est revenue justement sur le sujet, alors que retenir au final de l'évaluation faite à l'occasion. Voici le compte rendu de Joseph Amigan.
La 8e réunion du Forum Chine-Afrique des think tanks, tenue sous les auspices du secrétariat du comité de suivi Chine du Forum de coopération Chine-Afrique, a réuni près de 500 délégués, des ambassadeurs de 45 pays africains, des fonctionnaires, experts des think tanks et représentants des médias de 51 pays africains et des représentants du ministère chinois des Affaires étrangères. Axé sur la mise en œuvre des résultats du sommet de Beijing, la rencontre a été, une fois encore, l'occasion de promouvoir la construction d'une plus étroite communauté de destin entre la Chine et l'Afrique. Les différents intervenants ont appelé à un renforcement de la coopération entre la Chine et l'Afrique, à la mise en œuvre de l'agenda 2063 de l'Union africaine et à la création de la ceinture et la route. Cette session a exhorté les États africains et la Chine à s'investir en vue de construire ensemble une plus étroite communauté de destin, faire réussir l'initiative La ceinture et la route avec l'agenda 2063 de l'Union africaine et promouvoir les échanges entre la Chine et l'Afrique des think tanks et médias. Organisé chaque année en Chine ou en Afrique et basé sur le principe orienté sur la société civile, la participation des gouvernements, un dialogue franc et rétablir le consensus, le forum invite les ministères nationaux et étrangers et les institutions académiques à favoriser efficacement les échanges et la compréhension mutuelle entre la Chine et l'Afrique. Il est une plateforme importante pour les cercles académiques et les centres de think tanks de Chine et de l'Afrique visant à promouvoir la coopération globale entre la Chine et l'Afrique et à fournir une idéologie et des produits de connaissances afin de protéger les droits et les intérêts des pays en développement. Je vous l'annonçais tout à l'heure, le Premier ministre Komisilom Klasso a échangé ce mardi à la primature avec les différentes organisations syndicales de l'éducation et d'autres acteurs. Eh bien, c'est pour une rentrée sereine et apaisée. La rentrée, c'est maintenant dans quelques jours. Voici justement à ce propos la déclaration du chef du gouvernement à l'issue de cette rencontre. Nous avions terminé l'année scolaire 2018-2019. Nous allons tous aborder la nouvelle année scolaire pour nos différents apprenants au titre de l'année 2019-2020. Et comme toute organisation, il faut toujours se préparer. Et donc, c'est dans cette perspective que nous vous avons invité cet après-midi faire le point de l'année que nous avons passée avec brio, grâce aux efforts des uns et des autres, des unes et des autres, voir l'accord, le protocole d'accord que nous avions signé en 2018, la mise en œuvre, voir également les autres perspectives. Je ne passerai pas sous silence le protocole d'accord qui doit exister entre l'État et les enseignements confessionnels pour que nous puissions voir comment tirer les recettes de l'année dernière, de l'année écoulée, pour pouvoir préparer l'année qui s'annonce. Aujourd'hui, l'école est au centre de tout. Qu'on veut être agriculteur, commerçant, fonctionnaire, particulier, n'importe quel type d'activité aujourd'hui, pour pouvoir réussir, il faut avoir été à l'école. Et lorsque nous serons au même niveau de partage des informations, mieux nous préparerons la rentrée 2019-2020. Si nous parlons de protocole d'accord du 18 avril 2018, tout le monde sait de quoi il s'agit et quels sont les points égrenés dans ce protocole d'accord.
la volonté manifeste du gouvernement qui s'est traduite par l'exécution progressive des points contenus dans le dit protocole d'accord. Dans la mise en œuvre du protocole d'accord de 2018, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts. Mais dans la vie et dans le monde entier, il n'y a pas un seul pays dans lequel on pourra dire tout est fait et qu'il n'y a plus rien à faire. C'est ça le propre de la vie. Et donc, nous en sommes conscients et c'est ce que vos propos ont relaté. Généralement, quand les enseignants sont recrutés, la proclamation est faite un jour pour des milliers d'enseignants recrutés. Mais lorsqu'il s'agit de venir compléter son propre dossier pour être enrôlé, reconnu au niveau de la fonction publique et au niveau des finances, c'est la croix et la bannière. Le dernier cas, les enseignants recrutés et qui ont commencé il y a 1 an, est-ce que vous pouvez croire et comprendre qu'il y en a qui n'ont pas encore complété leur dossier? Quand on le dit, c'est comme de la blague. Mais si vous voulez, on peut vous permettre d'aller au niveau des services compétents. Comment un enseignant, tu es admis, on dit voici les pièces à fournir. Et c'est après avoir constitué ce dossier que vous pouvez toucher de l'argent. Je crois que c'est la première des tâches. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Et ce que nous disons, Dieu merci, ce n'est pas la grande majorité qui est dans ce cas-là. Les résultats qui seront proclamés, nous demanderons aux syndicats de pouvoir sensibiliser leurs syndiqués en leur donnant un délai. Que les enseignants recrutés puissent constituer très rapidement leur dossier. Nous faisons appel aux différents responsables des syndicats de pouvoir sensibiliser. Pour les prélèvements qui ont été opérés, à ce jour, 771 988 027 francs ont été payés. En réalité, le recensement qui avait été fait, si ce n'était que ça, il restait 44 millions à payer. 44 63 824. Mais au moment où on a commencé par payer, d'autres sont sortis pour dire je n'avais pas été, veuillez m'excuser, ayez pitié. Là, je n'avais pas, ils étaient à peu près 275 qui se sont ajoutés. Vous voyez la souplesse du gouvernement. D'abord, on avait donné un délai. À la fin de ce délai, on a prorogé encore. Et c'est à la fin, lorsque les statistiques ont été établies, on a commencé par payer que d'autres sont venus. Donc, les 275 qui sont venus s'ajouter, c'est ça qui a fait que le montant restant aujourd'hui global est de 81 734 615. Normalement, on aurait pu dire qu'il ne reste que 44 millions. Mais avec l'ouverture et la prédisposition de prendre en compte tous les citoyens, notamment concernés, c'est ça qui nous a fait aller jusqu'à 81 millions. Et comme nous l'avions dit, les dispositions vont être prises pour appuyer ça. L'année a été calme. Je crois que tout le monde en a bénéficié et je ne vois pas celui-là qui voudra que la rentrée prochaine ne soit pas celle que nous venons de terminer. Le langage franc et direct du Premier ministre devant les organisations syndicales de l'éducation. Et voici justement leur réaction après la déclaration du Premier ministre, des témoins des réactions recueillies par Yasmine Kodia.
donc la réaction des organisations syndicales après la déclaration du Premier ministre. C'était à l'issue donc de cette rencontre d'échange à la primature ce mardi. Si nous pouvons revenir justement sur ces réactions des syndicats. Les points ont été abordés pêle-mêle. La question de la caisse a été abordée et là, il est ressorti clairement une date d'ici janvier. Le problème du reliquat de la Caisse nationale de sécurité sociale et de la Caisse de retraite du Togo va être résolu. Le deuxième point, c'est la proclamation du concours. Le Premier ministre nous a rassuré que le concours va être proclamé d'ici peu. Entre-temps, on nous avait dit d'ici, bien avant la rentrée, le concours va être proclamé. C'est ce que le Premier ministre a tenu à confirmer. Et nous avons abordé les points concernant le protocole d'accord. Et au niveau du protocole d'accord, il faut tout de suite dire qu'on a fait pratiquement un bilan. Et nous sommes attardés sur l'application des 2 milliards pour le compte de 2019. Et là, nous aurions voulu avoir des clarifications et on nous a rassuré que le protocole d'accord va être respecté et que ces clarifications que nous demandons, on va organiser une autre réunion avec les responsables du ministère des Finances plus avisés. On aura des réponses claires de manière à ce que nous puissions parler d'une même voix sur l'application des points du protocole d'accord. Donc les fédérations ont voulu que dans ce même cadre-là, qu'on puisse nous donner l'occasion de parler de ce qui va se faire en 2020, étant donné que le protocole d'accord tient sur 5 ans. Et ça a été reçu favorablement. Il y a beaucoup d'autres problèmes qui ont été abordés. Le cas des confessionnels, où la majorité, je vais dire pratiquement nous tous nous sommes accordés sur le fait qu'il est nécessaire que la convention entre le gouvernement et les confessionnels puisse être signée à temps, parce que c'est un document qui permettra de situer les responsabilités, de voir qui va faire tel ou qui va faire ça. Mais nous-mêmes, nous devons nous la... Et voilà, donc réaction des syndicats aussi à l'issue donc de cette rencontre à la primature ce mardi sur les préparatifs de la rentrée prochaine, rentrée 2019-2020. Et pour les élèves, ça reste tout juste une semaine, la fin donc des bonnes vacances. La rentrée, c'est donc dans maintenant 7 jours, lundi prochain. Alors, prêt pour reprendre le chemin de l'école? Eh bien, voilà cela dans ce dossier de la rédaction. Il est signé Marie-Reine Abeta avec Sonia Medipo. Stella passe ses derniers moments de vacances ici dans cette boutique. Depuis 2 mois, elle aide sa tante à vendre des articles scolaires. À quelques jours de la rentrée, c'est avec sérénité que Stella se prépare pour affronter les réalités des études de la classe de terminale. Et à la voir, elle semble prête à reprendre le chemin des classes. Je suis venue en vacances chez ma tante pour l'occasion. Je l'aide à travailler dans sa boutique, comme vous le voyez. Elle vend les fournitures scolaires, les sacs, tout. Il y a tout. Pour les fournitures scolaires, j'espère que ma tante va m'aider. Donc je ne m'inquiète pas pour cela. Je suis impatiente de rencontrer de nouveaux cours, de voir de nouveaux cours comme la philosophie. Les cahiers que ma tante va m'offrir, je vais l'utiliser pour un bon objectif, comme la réussite à la fin de l'année scolaire. Je veux avoir mon bac pour qu'en retour elle soit contente de moi, fière de moi, quoi. Ingrid, quant à elle, a passé ses vacances aux côtés de ses parents. Elle passe en 3e cette année. Ces vacances, elle les a passées avec au menu plusieurs activités récréatives et des moments de révision, nous a-t-elle confié. Accompagnée de son père, elle vient faire les achats de ses fournitures scolaires. J'ai passé de très belles vacances. Je me prépare bien pour la rentrée scolaire. Je suis venue avec papa pour acheter des fournitures. Je vais les couvrir et bien garder pour la rentrée. Je suis impatiente de découvrir la classe de 3e. J'attends
avec impatience la rentrée scolaire. Honorer mon papa en réussissant mon examen à la fin de l'année. Tout comme ces deux élèves, ils seront plusieurs à retourner sur les bancs de l'école le 16 septembre prochain. Pour certains, ce sera sans doute un moment de joie pour les retrouvailles entre amis. Pour d'autres, la nostalgie des vacances restera encore dans les mémoires. Nostalgie dont il faut se départir pour entamer avec sérénité la nouvelle année scolaire. Et voilà, tout compte fait, c'est lundi prochain cette rentrée. C'est un bon début. Ils étaient nombreux ce matin pour se faire délivrer un certificat de nationalité. Beaucoup de conducteurs de taxi-moto n'ont pas en effet leur nationalité, pourtant nécessaire pour l'obtention du permis de conduire, désormais obligatoire. L'audience foraine, le récit, Bénédicte Aleke, Gérald Agoudjou. À compter du 1er décembre 2019, la détention du permis de conduire catégorie A est obligatoire pour les motocyclistes et des mesures répressives seront appliquées aux contrevenants. Pour faciliter l'accès à cette pièce, le gouvernement lance des audiences foraines de délivrance de certificats de nationalité aux conducteurs de taxi-moto. Nous nous sommes imposés comme deadline fin octobre pour délivrer tous ces certificats de nationalité afin de permettre aux conducteurs de moto de disposer de leur certificat de nationalité pour faire face à la procédure de délivrance de carte d'identité et de l'examen de permis de conduire avant le 1er décembre. Nous avons initié depuis 2018 au niveau du secrétariat d'État, notamment à travers la DOSI, des campagnes de formalisation des activités de tous les acteurs, et particulièrement aussi à l'endroit des conducteurs de taxi-moto, communément appelés les émigrants, à travers un projet Zekoké qui leur permet de partir de leur activité en obtenant le permis de conduire, donc ce qui sous-entend les documents d'identité, mais également en se formalisant puisqu'ils obtiennent également à la fin du processus la carte d'opérateur économique pour devenir des acteurs à part entière du transport. Et nous nous réjouissons aujourd'hui que cette foraine ait lieu et qui permettent de résoudre ce problème qui handicape les acteurs du secteur informel, puisque en l'absence de carte d'identité, ils ne sont pas à mesure de créer leur entreprise et de se faire enregistrer formellement au niveau du centre de formalité des entreprises. Les derniers chiffres de décès liés aux accidents de la circulation sont alarmants. Occasion pour les ministres en charge de la sécurité et des transports de faire le point sur la situation et de rappeler l'importance d'obtenir le permis de conduire aux motocyclistes. Les accidents de la circulation ont lieu tous les jours, parfois par notre imprudence, par notre méconnaissance du code de la route ou par notre incivisme. Il y a 2 semaines, du 2 septembre jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons eu à dénombrer plus de 30 morts sur nos routes. Ça fait frémir. Plus de 200 blessés sur nos routes. Ça doit nous faire réfléchir. De quand nous parlerons de l'état des routes, d'autres diront l'état des engins. Et que sais-je encore. Mais lorsque vous analysez tous ces facteurs, l'homme est au centre. Et le gouvernement a pensé que maîtriser le code de la route pouvait nous amener à éviter beaucoup de choses. Le gouvernement a fait un effort pour réduire les frais de la quittance et même contribuer à la formation au niveau des auto-écoles. Il ne reste qu'aux conducteurs, pas seulement de taxi-moto, aux conducteurs d'engins à 2 roues, de faire le reste. La formation est gratuite. Seulement, la quittance, le montant a été réduit à 2500 francs CFA. C'est sur instruction du chef de l'État que nous sommes en train de mener cette activité pour vous faciliter la vie et faciliter la vie à tout le monde. Ces audiences foraines sont une opportunité pour accompagner les conducteurs de taxi-moto dans ce processus d'obtention du permis de conduire avant la date butoir du 1er décembre prochain. Et il n'est point besoin que je revienne encore sur les mêmes propos pour vous dire l'importance de cette mission dont le gouvernement nous a chargés, à savoir veiller à ce que par la délivrance rapide de cette pièce de citoyenneté qu'est la nationalité, les taxis
les conducteurs de taxi-moto puissent, dans un bref délai, obtenir leur permis de conduire en vue d'être en conformité avec la loi. Ces mesures de sécurité viennent s'ajouter au port obligatoire du casque et de ceinture de sécurité, à l'interdiction du téléphone au volant et au guidon, ainsi qu'à la surcharge. La visite technique est également rappelée pour réduire les cas d'accident de route. Ces audiences foraines se déroulent au sein de la DOSI, délégation à l'organisation du secteur informel dans tous les chefs-lieux de région. Dans le reste de l'actualité, le rappel à Allah du chef spirituel de la communauté musulmane de Sokolé, décès survenu vendredi dernier à l'âge de 102 ans. Il a été aussitôt inhumé le lendemain selon les rites consacrés, les prières de circonstance. Le récit de Désiré Aloré. Allah, le Tout-Puissant, Créateur et détenteur de nos vies. Il a donné, il a repris. Fidèle d'Allah, parents, membres du gouvernement, autres autorités politiques, administratives, religieuses, traditionnelles, amis et les populations de Tchaoudjo et d'ailleurs à l'unisson pour rendre hommage et confier à Allah, l'illustre disparu, le chef spirituel de la communauté musulmane de Sokodé, El Hadj Issa Touré Mama Bamoy Malou Ouro, qui a rejoint le royaume d'Allah le 6 septembre 2019. Il avait 102 ans. El Hadj Bamoy Mama Issa Touré était un homme particulier, un homme extraordinaire. Il avait un cœur immense. Il faisait passer le besoin des autres avant le sien. En matière de religion, il a fait confiance en islam, un islam calme, profond, un islam auquel lui, il croyait profondément. Il est arrivé donc en politique vers les années 1959 à l'occasion des élections municipales à Sokodé ici. Et le reste du développement, vous l'avez vu, un homme de compromis. Et tout le monde dans la famille vous le dira, que certains d'entre nous, qui n'avons pas toujours été de son bord, se trouvaient tout à fait à l'aise avec lui, en train de discuter de tout. Assalamu alaikum, Allahumma naka afoun, tuhubli afwa, fa'fuanna. Lecture du Coran et supplication, les populations ensemble ont levé leur voix vers Allah pour prier et demander le repos éternel de l'âme de l'illustre disparu. En matière de bienfaits, on ne peut vraiment l'apprécier qu'en disant il est très généreux, très grande perte pour la communauté musulmane au Togo en réalité, pas seulement à Sokodé. Vous savez, Sokodé c'est la capitale de l'islam au Togo et lui il est chef de la communauté musulmane. Donc nous allons conseiller aux jeunes de se comporter en tant que musulmans. Parce que dans la religion musulmane, il y a beaucoup de choses qui se font qu'on peut gagner par rapport au paradis. Insulter, frapper, casser, il faut cesser. Il s'en est allé, laissant derrière lui des milliers de fidèles musulmans qui connaissent en lui un homme charismatique tourné vers la convergence de tous les musulmans et non musulmans à la construction de la paix et le développement. La veille, une prière à la mosquée de Pandidjo, suivie d'une inhumation au grand cimetière musulman de Rdaouré. Ils étaient des milliers à l'accompagner dans sa dernière demeure. Parmi les populations qui ont fait massivement le déplacement des membres du gouvernement et autres personnalités dans leur diversité. Assistant médical de son état, El Hadj Issa Touré Mama Bamoy Malou Ouro a passé d'abord par le service des statistiques, puis a servi à Lomé, à Mango, à Takpamé et à Sokodé où il fut maire entre 1973 et 1975. Officier de l'ordre du Mono, il a effectué son premier pèlerinage à la Mecque en 1956. Depuis 1981, il est élu selon la volonté de Dieu, chef spirituel de la communauté musulmane de Sokodé.
Il repose en paix aujourd'hui, laissant derrière lui, entre autres héritages, la culture de la paix, la cohésion sociale, le sens du partage, maître mot à appliquer pour un Tchaoudjo et un Togo uni et développé. Et beaucoup l'ont connu, beaucoup l'ont côtoyé de son vivant. Écoutez encore certains d'autres témoignages recueillis dans ce reportage de Désiré Aloïs. Le vieux, il a fait une cohésion sociale de toutes les religions. Le vieux, dans toutes ses paroles qu'il prononce, il dit la paix. Mes enfants, je vous demande de prôner la paix. C'est la paix, rien que la paix. Et il dit, l'islam même, le nom de l'islam, c'est la paix. Pas pour toute religion, mais c'est l'islam que je suis là pour faire. Et c'est nous, à chaque fois que nous sommes avec le vieux nous demande, mes enfants, vous êtes des chefs cantons, c'est Dieu qui vous a placé. Lui, il est là, chef spirituel, c'est lui, Dieu qui l'a placé. Et chaque fois, dans ses paroles, il n'a jamais offensé quelqu'un. Je puis le dire, il a prié souvent avec nous. Et nous sommes allés souvent chez lui. Homme de paix, homme de prière, homme qui inspire confiance. Aujourd'hui, nous demandons dans notre prière que le Seigneur l'accueille et surtout qu'il parle au Seigneur de nous tous, de tout le pays, que cette paix qui lui a été donnée nous soit aussi donnée. Je peux vous assurer que c'est un gros chagrin. C'est un très très gros chagrin. Par rapport à la religion musulmane, de ce que je sais de papa, c'est quand il n'est pas à l'hôpital, il est dans la mosquée. Quand il n'est pas à l'hôpital, il est dans la mosquée, jusqu'à ce qu'il devienne le chef de la communauté musulmane. Et il n'a de cesse de faire en sorte que la religion avance, que ça avance dans le bon sens, pas dans le radicalisme, mais la religion telle qu'on nous l'a enseignée au départ, qui est la paix, la solidarité, le respect des autres. Quelqu'un qui prône la paix, quelqu'un qui prône la paix, rien que la paix, toujours la paix. Il va te dire que quand tu es un héros, tu dois se sentir comme si tu es à Sokodé. Quelqu'un de Kara doit te sentir à Sokodé comme s'il était chez lui dans la Kosa. Et surtout, c'est un homme de paix. Aujourd'hui, vous voyez, Dieu a donné, Dieu a repris. Nous le prenons ensemble. Enfin, sport du football, le Togo en route pour la Coupe du Monde de football. Les éperviers ont battu ce soir à Lomé les Kolo-Kanté des îles Comores et se qualifient pour la phase de poule des éliminatoires. Jean Kofi Ededi. Togo-Comores, le match retour du tour préliminaire de la Coupe du Monde Qatar 2022. Après un nul de 1 but partout à Moroni il y a 5 jours, chacune des deux équipes devait confirmer sa prestation du match aller et au-delà gagner et décrocher le billet de la qualification pour la phase du groupe. Face à cette équation, les Togolais évoluant à domicile avaient la pression. Visiblement, ils avaient le moral très haut. Ils ont pu surpasser cette pression dès l'entame de la partie. Grâce à une belle construction de jeu, ils ont inquiété à 3 reprises le goal Ahamada Ali avant la 10e minute fatale pour les Comores. Dans un débordement sur le flanc droit, Mathieu de Séville centre et oblige la défense adverse à marquer comme son camp. Un but à 0 depuis la 10e minute, plus rien malgré les multiples occasions créées par les éperviers. À la reprise, les Sélacantes sont plus dangereux. Ils pèsent sur la défense togolaise, mais butent à chaque reprise sur le goal togolais Malcolm Barcola. Cette domination aura duré une vingtaine de minutes. Les Togolais reprennent le contrôle du cure et bouleversent la tactique adverse. Mathieu de Séville, Gilles Sounou et Fodolaba font excessivement mal. Ils finissent par avoir gain de cause à la 72e minute par l'entremise de Gilles Sounou.
Des occasions de but, il y en avait encore, mais le marqueur est resté là, 2-0 pour le Togo. L'objectif, c'est de se qualifier. On savait que ça n'allait pas être facile, parce que vu le match aller, on savait que nos adversaires, le Comore a une bonne équipe. Ils ont posé des problèmes au match aller. On a su corriger les choses. En début du match, on était un peu quand même crispé, mais au fil du match, on a pris l'ascendant. L'objectif était de se qualifier, on l'a fait et maintenant la voiture continue. On n'a pas su profiter des erreurs du Togo. On a manqué d'altruisme sur les dernières passes, dernières actions. Voilà, on fait deux erreurs sur les buts qu'on prend. Voilà, on peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes. Je pense qu'il y a pas mal de mes joueurs ont joué le match avant. Il y avait aussi la fatigue du match aller. Le Togo a fait un bon match. Gilles Sounou a fait une bonne rentrée, deuxième mi-temps. Voilà, ils ont été performants. Passé ce cap, le Togo entre en phase de poule et attend le tirage au sort pour connaître ses adversaires. Mais avant, il jouera à nouveau en novembre prochain les Comores, cette fois-ci pour le compte des qualificatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Et voilà, les éperviers encouragés avant le début de la rencontre par le ministre des Sports, Folibazi Katari. Image ici de cette visite, si on peut la voir, qui a sans doute galvanisé la bande à Ballot-Dossé. On connaît la suite. Mission accomplie, victoire 2-0. Donc des éperviers, on n'aura pas finalement les images de la visite du ministre. Enfin, voilà. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Sokolé. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, très belle soirée.